Le corps, une voie spirituelle. Il est notre première maison, notre véhicule au cours de la vie. Il est source de joie et de souffrance. Il reste notre lien principal avec la nature et le monde extérieur. Le corps. Si familier, il peut soudain se transformer en ennemi ou se révéler notre meilleur allié pour nous offrir des possibilités merveilleuses d'extase ou de changement. Alors, comment utiliser au mieux un outil matière afin de nous diriger vers la lumière? Il est assez formidable de constater que nous entrons dans un âge de la connaissance. Un temps où nos passions prennent progressivement le pas sur le reste, un âge où du coup, la question de l'accomplissement de soi devient petit à petit la base de nos engagements. Même si l'âge d'or est encore loin, et même si à ce jour nous avons plutôt le sentiment de vivre dans les limbes, cet état intermédiaire et flou qui entretient nos peurs, un sentiment se répand, jour après jour, tel un doux parfum. Malgré les réticences, il devient urgent et nécessaire de passer d'une société fondée sur le mental à une société tournée vers le cœur. Et si le cœur nous amène petit à petit à écouter notre âme nous pousse à réécouter notre corps, ce véhicule terrestre qui nous permet d'être, celui dont notre mental s'est profondément coupé pour chercher à avoir plus, en toute tranquillité. Aujourd'hui, l'homme qui a bouleversé et transformé son environnement est menacé, ainsi que son corps, que ce soit par l'environnement lui-même ou par un certain nombre de maladies de civilisation qui fleurissent comme les signaux d'un vaisseau en perdition. Sur une journée, d'ailleurs, combien de temps consacrons-nous à notre corps? Celui-ci s'est construit depuis des milliers d'années sur le modèle des chasseurs-cueilleurs, alors même que nous sommes aujourd'hui assis 7h30 en moyenne par jour, sans compter le sommeil. Une sédentarité excessive, jugée néfaste pour notre santé. La médecine découvre justement que beaucoup de nos comportements, ne pas écouter notre corps, mais aussi refouler nos émotions, notre stress ou nos désirs d'évolution, seraient la cause de nombreuses maladies. Une dissociation profonde, corps, mental, âme. Heureusement, ces prises de conscience sont déjà la clé nous invitant à une nouvelle symbiose, à de nouvelles médecines aussi. Car au-delà de la science, bien des voies spirituelles nous disent d'abord que le corps physique n'est pas le seul que nous possédons, mais qu'il existe différents corps subtils nous invitant à aller au-delà des apparences, au contact d'un monde d'énergie et d'information. Ensuite, qu'il existe des techniques pour s'affranchir de certaines mémoires du passé afin de libérer notre potentiel. Enfin, que des pratiques comme le yoga ou le tantra sont des enseignements pour redécouvrir l'essentiel. À savoir que mieux s'habiter, réconcilier corps et âme, c'est se défaire de la dualité pour s'élever vers une certaine unité. Voilà tout l'objet de ce nouveau dossier d'Inexploré. La rédaction vous présente ici son dossier audio Le corps, une voie spirituelle, accompagné de l'édito du rédacteur en chef, Sébastien Lilly. Bon voyage et belle découverte à vous. Corps à corps perdu. Notre société occidentale contemporaine a tendance à privilégier le mental au détriment du corps, souvent relégué au second plan. Parfois tabou et réprimé, le corps est également menacé par la sédentarité de la vie moderne. Il y a aujourd'hui une urgence vitale de reconnexion, corps et âme, par Karine Anselme. Mens sana in corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain, clamait Juvénal à l'orée de notre ère. Pour Spinoza, ce qui est action dans le corps est action dans l'âme, et vice-versa. Il voyait dans cet accord majeur, pour peu qu'il soit harmonieux, une source de joie et d'élan vital. Une vision qui entre en résonance avec les récentes recherches en psychologie positive. Pour le mythologue Joseph Campbell, c'est clair. La majorité des gens croient que nous recherchons un sens à notre vie. Je crois que ce que nous cherchons vraiment est l'expérience d'être vivant, de manière à ce que nos expériences de vie sur le plan purement physique soient en résonance avec notre réalité la plus profonde et intime, pour que nous puissions vraiment ressentir l'extase d'être vivant. Un divorce consommé.
Descartes signe en 1637 le divorce du corps et de l'esprit, inaugurant le règne du matérialisme scientifique. Nous avons pris l'habitude de considérer le corps comme un support de l'esprit. L'esprit serait le cavalier, le corps le cheval. Mais c'est bien plus complexe que cela. Nous sommes biologie, chimie et électricité. Il faut se rendre compte qu'à l'époque de Descartes régnait la scolastique, c'est-à-dire la recherche de toute réponse au sein des écritures religieuses. Cette séparation du corps et de l'esprit a donc laissé l'âme aux religieux et a permis aux scientifiques de mieux comprendre l'anatomie et le fonctionnement de notre organisme, tempère la psychothérapeute Isabelle Filiosa, à qui l'on doit notamment Les chemins de la joie et Le corps messager, ce best-seller coécrit avec Hélène Roubex, paru en 1988 et réédité en 2018, qui a ouvert la voie à l'approche psychosomatique. Nous sommes aussi notre corps. Ce dernier transmet notre mal-être intérieur tout autant que notre bien-être. En prendre soin, l'écouter, lui prêter attention, c'est se mettre à l'écoute de la vie en soi, poursuit-elle. Le neuropsychologue Antonio Damasio, dans L'erreur de Descartes, a réintégré les émotions dans le cerveau qui pense. Nous pouvons ainsi de nouveau percevoir le corps et l'esprit dans une continuité, réaliser que notre cerveau, machine fantastique au service du mouvement, permet la prise de conscience de soi et même les expériences mystiques, et qu'en retour, nos pensées et nos émotions l'informent. Le cerveau nous sert à penser, mais à la base, il permet surtout notre mobilité. Sa fabuleuse complexité nous permet de marcher, de courir, de nous diriger. La pensée est du mouvement intériorisé. Et le mouvement est utile aux capacités intellectuelles. Grimper à un arbre augmente de 50% les capacités mémorielles, relève Isabelle Filiosa. Esprit de corps. En Occident, nous avons conservé des séquelles de ce divorce et surdéveloppé l'importance de l'intellect. Au cœur des voies traditionnelles, cette séparation corps-esprit n'a pas cours. Dans le taoïsme, le corps est au même niveau que l'esprit, mais aussi que la vitalité, l'énergie ou encore le souffle. Si nous ne laissons pas la place nécessaire au corps, cela empêche la clarté des émotions, ce qui joue sur la vitalité. On se retrouve stressé, tendu. Le travail corporel est donc aussi important que le travail émotionnel et spirituel. Témoigne Serge Augier, l'unique héritier d'une école taoïste née en 510 dans le nord de la Chine, dont il a ouvert la tradition au monde occidental. Il souligne le danger de la seule élévation de l'esprit. Les gens qui ont trop développé le spirituel se sentent comme des géants dans leur corps. C'est source d'incohérence et de frustration. Travailler le corps en même temps que l'esprit permet d'être plus stable. Embrasser une vie spirituelle, ce n'est donc assurément pas fuir le corps, mais au contraire, tenter d'incarner, d'enraciner une sagesse au quotidien. Dixit le philosophe Alexandre Jolien, pour qui le corps, en raison de son handicap, a souvent été perçu comme un boulet. En voyant travailler l'un de ses amis croque-morts, il dit avoir compris que le corps tenait du miracle. Je suis ressorti de la morgue avec dans le cœur un espoir inattendu. Je reconnaissais enfin que le corps n'était pas un boulet, qu'il était l'instrument de l'éveil et que désormais, la tâche serait d'y célébrer la vie, confie-t-il. Corps, esprit, tout est donc une question d'équilibre, la fameuse voie du milieu. Danger, sédentarité. Le constat est édifiant. Aujourd'hui, plus de la moitié des hommes et 60% des femmes ne pratiquent jamais d'activité physique de plus de 10 minutes. Pourtant, un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui marche, ironisait le dialoguiste Michel Audiard. Nous sommes programmés pour bouger, marcher, courir, nager, pas pour rester assis, partage le professeur Carré, cardiologue et cofondateur en France de l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité, ONAPS, auteur de Danger, sédentarité. Un grand nombre d'études alarmantes pointent le lien avéré entre sédentarité et diminution de l'espérance de vie. La sédentarité tend aujourd'hui à tuer davantage que le tabac. Elle est la 4e cause de mortalité dans le monde, près de 10% des décès selon l'OMS. Plus le temps journalier passé en position assise est élevé, et plus courte est l'espérance de vie, alerte François Carré. Anthropologiquement, biomécaniquement et physiologiquement, notre corps est conçu pour se mouvoir. Ainsi, ce ligament fort qui soutient et stabilise notre tête,
le squelette solide, le rouage de nos articulations et le dessin de nos muscles, associés à une excellente capacité à éliminer la chaleur, font que nous pouvons marcher et même courir sur de longues distances, beaucoup plus longues que la plupart des animaux. Le problème est que nous avons oublié que nous étions faits pour ne pas rester en place. Différents facteurs sont en cause, mais en premier lieu, la modernisation de notre monde et l'emploi que nous en faisons, ajoute François Carré. Nos ancêtres étaient chasseurs-cueilleurs, ils parcouraient 10 à 16 km à pied par jour contre seulement 2,4 en moyenne pour nous. Nous n'avons presque plus besoin de bouger pour vivre normalement. Achats sur Internet, relationnel via les écrans, télétravail. Or, sans entretien, notre corps se dégrade, s'encrasse au prix de risques accrus de cancer, côlon, sein, d'obésité, d'hypertension et de diabète pour l'aspect physique. Talon d'Achille. Il est donc urgent de prendre ce fléau de la sédentarité à bras le corps, mais pas n'importe comment. On assiste à une prise de conscience du besoin d'avoir un corps plus fort. Mais comme ce dernier est souvent trop faible, cela se fait dans la révolte, observe Serge Augier. Des personnes parfaitement sédentaires vont ainsi, pendant quelques heures, grimper, courir intensivement. Serge Augier pointe également le péril du CrossFit, où l'on passe directement de son bureau à soulever des charges avec de nombreuses blessures à la clé. Dans son enseignement du Tao, il voit débarquer chez lui des personnes imprégnées des injonctions de notre société d'immédiateté, qui lui demandent « En combien de temps j'irai bien ?» Ils se moquent de la méthode, ils veulent tout de suite. Or, la transformation demande du temps. Il faut que ça infuse. Le principe clé du travail du corps, c'est de pratiquer tous les jours, entre 20 minutes et 1 heure. On vieillit alors beaucoup plus lentement. L'idéal est d'avoir une pratique physique quotidienne, un échauffement provoquant une légère sudation plutôt que de transpirer à grosses gouttes. Cela stimule l'ensemble des mécanismes lymphatiques, articulaires, circulatoires. C'est mieux que de courir 1 fois par semaine, analyse Serge Augier, tout en soulignant qu'il est pertinent de pousser un peu son corps 1 fois de temps en temps avec du cardio. Le professeur François Carré pointe, lui, un raccourci qui porte à confusion. Penser que parce que l'on est sportif, on n'est pas sédentaire. Le commercial, qui pratique hebdomadairement 2 footings d'1 heure ainsi que quelques compétitions à l'année, mais qui, par nécessité professionnelle, est assis dans sa voiture de 3 à 5 heures par jour et passe 3 heures devant les écrans, a un comportement sédentaire. Pour se reconnecter à un corps à corps, l'une des solutions est à portée de main. Johan Vernikos, médecin à la NASA, a étudié le rapport du corps avec la gravité qui joue un rôle fondamental pour nos fonctions physiologiques et dans le processus de vieillissement. Ce qu'elle a découvert est révolutionnaire. Rester simplement debout se montre plus efficace que marcher pour contrebalancer les effets délétères de l'assise. Mais c'est le changement de posture qui a le plus grand impact sur la santé. La meilleure activité étant donc de se lever depuis la position assise. Se lever 1 fois par heure s'avère plus efficace pour le système cardiovasculaire comme pour le métabolisme général que de marcher pendant 15 minutes. Pour elle, l'idéal est de s'accroupir puis de sauter en l'air en levant les bras. Être assis sur une chaise en permanence fait perdre de la connexion avec le corps. Ce faisant, on perd de la concentration et des facultés. Notre souplesse corporelle va de pair avec notre souplesse cognitive, comportementale, complète Isabelle Filiosa. Alors vibrons de toutes nos cellules au diapason du conseil de saint François de Sales. Prends soin de ton corps pour que l'âme s'y plaise. Tous mutants ? Nous entrons dans une révolution profonde. Nous, les humains, avons transformé si rapidement le monde que l'environnement que nous avons créé transforme radicalement notre corps et altère l'expression de notre ADN. Alors sommes-nous tous mutants ? Par Karine Anselme. Climate Change, tel est le titre uppercut du récent ouvrage de Vibar Kregan Reid. Clin d'œil funeste au Climate Change qui nous promet des saisons en enfer. Ce livre, tout juste traduit en français, pose un regard polémique sur la façon dont le corps humain a changé depuis que l'humanité s'est levée sur ses 2 pieds. L'auteur, qui enseigne à l'université d'État du Kent aux États-Unis, livre un constat sans appel.
nous sommes rattrapés par la vie moderne. La symphonie du vivant. Ce constat nous amène à l'épigénétique, autrement dit, l'étude de l'expression des gènes. Cette discipline récente étudie comment les changements génétiques sont induits ou affectés par des déclencheurs environnementaux. Le scientifique prospectiviste Joël de Ronet, auteur de la Symphonie du vivant, parle de partition, la génétique, et de symphonie, l'épigénétique, pour faire la différence entre ces deux concepts. Comprendre l'importance de l'épigénétique, c'est se donner la chance de devenir chef d'orchestre de son propre corps, assure-t-il. Avant l'apparition de l'épigénétique, la plupart des biologistes étaient persuadés que les êtres vivants n'étaient que le produit de leurs gènes. Or, nous comprenons depuis peu qu'ils disposent d'un réel potentiel d'action sur leur génome. Notre ADN n'est donc pas comme un code informatique. Il n'est ni parfait, ni fiable, ni définitif. Notre ADN peut être influencé par notre environnement, nourriture, exercice physique, vie sociale et amoureuse, entourage, lieu de vie, stress, précise Joël de Ronet. Si l'environnement peut exercer un pouvoir positif sur nous, il peut aussi agir négativement. Homo declinus. Cette symphonie du vivant peut donc tourner à la cacophonie. Vibhar Kregan Reid souligne que si une friction ou des tensions surviennent entre le corps et son habitat, de l'inconfort, des pathologies, des maladies et la morbidité peuvent s'installer. Un code génétique mal assorti à son environnement est annonciateur de problèmes pour son hôte. Avec son humour so British, il partage que certes la vie moderne présente quelques avantages. Les chances que vous soyez croqué par un dinosaure en centre-ville sont infimes. Mais elle est aussi vivifiante pour le corps humain que de sauter dans un trou creusé dans la glace. Les changements ont été si rapides que nos corps, fruits d'une si longue histoire, ne savent pas dans quel siècle ils sont nés et se déforment. Entre autres révolutions qui ont jalonné l'histoire de l'humanité, Vibhar Kregan Reid met l'accent sur la révolution industrielle et son impact sur le corps humain. Avant cette période, il existait une gamme large et variée de pratiques de travail. Je ne souhaite pas les idéaliser, car nombre d'entre elles étaient dures et comprenaient des risques mortels. Mais elles demandaient un grand nombre de mouvements corporels variés. L'industrialisation et le travail aux machines entraînèrent de nombreux troubles posturaux et accidents, tandis que les cheminées crachaient des fumées noires. Mais contre toute attente, notre révolution 2.0 et ses innovations technologiques ont créé une déflagration encore plus notoire. Cette seconde vague de la révolution industrielle n'est pas tout à fait aussi nocive que la première, mais elle est continuellement toxique. Le syndrome de la chaise. Pour écrire ces lignes, je suis assise. La plus grande partie du travail aujourd'hui se fait dans cette position, avec le corps plié à deux angles droits, posé sur une chaise, légèrement bossu, avec les épaules arrondies vers l'avant et le ligament de la nuque engagé afin d'empêcher notre tête de s'écraser sur le clavier. Observe Vibhar Kregan Reid. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la chaise est certes très vieille, mais elle était rare dans l'histoire. Avec, en outre la déferlante de loisirs sédentaires liés aux écrans, nous sommes pour la plupart assis pendant près de 70 à 100 heures par semaine. 4 à 6 années chaque décennie. Personne ne peut s'asseoir 8 heures par jour avec tous les effets terribles qu'une telle inactivité engendre. Et ensuite, s'attendre à ce que 30 minutes de yoga ou de spinning défassent comme par magie la raideur, semblable à du marbre que nous installons dans notre corps. Alerte Vibhar Kregan Reid. Le dos, notamment, en pâtit. Notre colonne vertébrale, hautement fonctionnelle, avec sa courbure naturelle en S, maintient un bon centre de gravité pendant tout mouvement bipède et fonctionne comme une espèce de ressort capable d'absorber les chocs lorsque nous marchons ou courons. Mais la vie sédentaire transforme, surtout après 40 ans, ces S en Z, bien moins efficaces pour absorber les chocs verticaux. D'où des postures de plus en plus pathologiques. Pour rappel, la marche est apparue il y a près de 2 millions d'années avec les premiers hominiens. Si elle a libéré les membres avant, permettant des gestes et la manipulation d'outils simultanément à la marche, le redressement qu'elle suppose a aussi permis un développement du cerveau et des capacités intellectuelles. Antifragile. A contrario,
l'épigénétique ouvre la possibilité que nous prenions notre corps en main. Dans Antifragile, le philosophe des sciences Nassim Nicolas Taleb explique que ce qui est modérément maltraité va s'améliorer, à l'image d'un muscle, d'un os, qui se renforce si on les sollicite. Il fait le parallèle avec l'économie. Pour étayer sa thèse, il se fonde sur l'hormèse, soit la capacité des êtres vivants à profiter de l'adversité pour s'adapter, se régénérer et croître harmonieusement. Le meilleur exemple de cette antifragilité réside dans les performances des Tarahumaras qui vivent dans la région reculée des Barrancas del Cobre au Mexique. Ces derniers peuvent courir 270 km sans s'arrêter. En matière de très longue distance, rien ni personne ne peut battre un Tarahumara. Ni un cheval de course, ni un guépard, ni un marathonien olympique, souligne Christopher McDougall dans son best-seller « Né pour courir ». Leur secret, ils volent avec agilité sur des terrains escarpés, pieds nus ou, pour se protéger des cailloux, chaussés de sandales Warash en cuir qui reproduisent la technique du pied nu. Courir ainsi force les pieds à avoir leur utilité de pied. Ils absorbent naturellement les chocs, d'où moins d'impact néfaste sur le corps, avec, en bout de course, moins de lésions si banales chez les coureurs. Mais les Tarahumaras ne courent pas pour la gloire. Ils le font parce que les villages sont éloignés et pour préserver leur mode de vie autarcique. Ils ont fui les colonisateurs et sont aujourd'hui menacés par la déforestation et le trafic de drogue. Ils courent aussi pour célébrer la marche du monde, lors des fêtes rituelles, mais surtout pour la joie que cela leur procure. À méditer si nous décidons de lutter contre la sédentarité en reprenant une activité physique. Nos émotions face à la maladie. De plus en plus d'études soulignent que la répression des émotions peut être à l'origine des maladies et notamment du cancer. Ce qui ne s'exprime pas s'imprime et ce qui s'imprime déprime. Ainsi, se libérer du stress et des traumas stockés au fil du temps pourrait initier la guérison. Par Karine Anselme. Il n'y a pas des maux du corps et des maux de l'âme. Les deux sont la même chose, soulignait Georges Grodec, le père de l'approche psychosomatique. Pour ce précurseur qui a inspiré nombre de tenants actuels de la médecine corps-esprit, la maladie ne vient pas de l'extérieur, on se rend malade. Ce n'est pas le docteur Julien Drouin qui le contredira. De médecin généraliste, il est devenu psychothérapeute spécialisé en libération émotionnelle. La maladie de son père, en 2012, lui fait toucher du doigt le lien délétère entre stress, émotion et cancer, auquel il a consacré un ouvrage très documenté. À 60 ans, son père prépare le marathon de Bordeaux quand on lui diagnostique un cancer du côlon et du foie, dont il décède. Une question taraude Julien Drouin. Comment un marathonien sexagénaire qui mange bio, sans antécédent familial d'un tel cancer, peut-il tomber ainsi malade ? Rapidement, il s'oriente vers le stress psychologique. Super diplomate, mon père exprimait peu ses émotions et fuyait les conflits. Au cours de l'enquête émotionnelle, j'ai découvert un stress passé inaperçu, non exprimé. Quelques mois avant le diagnostic, il avait appris sur un réseau social la vente, par ma mère dont il était divorcé, de la maison familiale qu'il souhaitait nous léguer. Il a ruminé cette rage, même si l'orage semblait être passé. Le mal a dit. Toute maladie tire son origine d'un état de stress post-émotionnel, corrobore le docteur Alain Exposito, initiateur de la Gefühltherapie, thérapie de l'émotion. Selon l'auteur de Mortelles émotions, mourir d'amour ou de chagrin n'est pas qu'une expression. Il arrive que nous soyons durablement submergés par l'émotion. Le cerveau, qui devrait commander et proposer des solutions, est alors complètement dépassé. C'est le corps qui va venir à sa rescousse, lui qui est pourtant notoirement incompétent pour régler un problème psychique. Doué d'une énergie propre et hors contrôle, il va développer une série de réponses inadéquates qui s'appellent les maladies psychosomatiques. On dit que la personne somatise, c'est-à-dire exprime dans son corps un malaise spirituel ou psychique. Merci de nous écouter.
Nous espérons que cet épisode vous a plu et vous inspirera. Découvrez la suite de ce dossier audio dans les épisodes suivants, disponibles en intégralité pour nos abonnés sur Inexploré Digital. Et surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous nos contenus. À bientôt. Des mystères du monde à l'extraordinaire dans nos vies. Inexploré propose des enquêtes, des expertises et des articles pratiques pour permettre à chacun d'ouvrir son esprit, afin de se mettre en route sur les chemins de la sagesse et du bonheur. Abonnez-vous pour aller plus loin, soutenez-nous et profitez de toutes les versions longues de nos contenus sur Inexploré Digital. À bientôt.